Bonjour à tous et bienvenue dans Popeye, l'œil de la pop culture. C'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans ce qui est la première émission de cette rentrée 2022-2023. Forcément, pour cette rentrée, on ne change pas une équipe qui gagne. Je suis en compagnie de mes fameux chroniqueurs, Ashraf Benhamida, Caroline Méric et Sofiane Baker. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Très bien, merci. Ça va super, toujours en forme. Eh bien écoutez, super. Cette année, il risque de se passer beaucoup de choses sur la planète pop culture et vous pouvez compter sur nous pour vous les décrypter et vous les débriefer à travers cette émission, mais aussi à travers nos réseaux sociaux. Sans plus attendre, on va commencer avec la première partie de l'émission What's Poppin'. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. Et que se passe-t-il à travers le monde de la pop ? Nos chroniqueurs sont ici pour répondre à cette question. On démarre malheureusement avec une triste nouvelle. Le 28 septembre dernier, le rappeur américain Coolio nous a quittés à seulement 59 ans. Si son nom ne vous dit rien, Ashraf est là pour vous rafraîchir la mémoire. Si je vous fais écouter à vous, aux téléspectateurs, cette musique, vous l'avez déjà sûrement entendu donc en soirée ou même dans un film, vous l'avez sûrement chanté. 1995, Gangsta's Paradise, un son du rappeur Coolio en featuring avec le chanteur Elvi. Malheureusement, comme vous l'avez dit, le 28 septembre, on a appris la mort du rappeur américain âgé de 59 ans. Beaucoup de rappeurs lui ont rendu hommage, surtout dans le domaine de la West Coast comme Snoop Dogg, MC Hammer ou encore Ice Cube. Il y a aussi eu des artistes qui lui ont rendu hommage comme Affida Turner qui a fondu en larmes en pleine émission, mais pour moi, l'hommage le plus marquant reste celui de l'actrice Michelle Pfeiffer. Et pourquoi donc ? Pour ceux qui ne le savent pas, la musique iconique Gangsta's Paradise a été réalisée dans le cadre du film canadien Dangerous Minds. Et Michelle Pfeiffer a joué le rôle principal dans ce film-là, donc le rôle de Luann Johnson, cette professeure-là qui va enseigner à des étudiantes de ghetto, issues de ghetto. Elle a confié sur Twitter, je cite, « J'ai le cœur brisé par le décès de l'artiste talentueux Kay Coolio, une vie bien trop courte. Je pense qu'il a été la raison pour laquelle notre film a connu un tel succès. Je me souviens qu'il était tout à fait adorable. 30 ans plus tard, j'ai encore des frissons quand j'entends cette musique-là. » Pour rappel, Gangsta's Paradise a été le disque le plus vendu à l'année de sa sortie. En 1996, le rappeur a d'ailleurs remporté le Grammy Awards de la meilleure performance rap en solo. Et est-ce qu'on en sait plus sur les causes de sa mort ? Eh bien, Coolio a été retrouvé inanimé dans sa salle de bain dans sa maison à Los Angeles. Au début, beaucoup pensaient que c'était dû à une overdose parce que le rappeur américain était assez connu pour être addict à la cocaïne. Mais quelques jours après, le Daily Mail a apporté des précisions. Il serait mort d'un arrêt cardiaque et d'ailleurs, il a été incinéré quelques jours plus tard et ses cendres vont servir à confectionner des bijoux pour ses enfants pour qu'ils puissent garder une trace de leur père. Et pour les téléspectateurs qui malgré tout ne le connaîtraient pas, pourriez-vous nous résumer la grande carrière de Coolio en quelques mots ? Eh bien, avant de se lancer dans le rap, il a été membre du gang des Baby Creeps. Coolio a ensuite commencé en 1994 avec son premier album It's Active, qui est d'ailleurs disque de platine. Après ça, c'est 5 albums, surtout Gangsta's Paradise, qui a eu un grand succès quand même, avec plusieurs featuring. Et pour l'anecdote, la chanson reprend la musique et le refrain de Stevie Wonder, Pastime Paradise, qui est sorti en 1976. Et Stevie Wonder a chanté aux côtés de Coolio et Elvi Gangsta's Paradise lors de la cérémonie des Billboard Awards en 1996. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. And they can't understand, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck for. Been spending most our lives living in a pastime paradise. We've been spending most our lives living in the gangster's paradise. Been spending most our lives living in a pastime paradise. We've been spending most our lives living in the gangster's paradise. Vous l'aurez donc compris, c'est un pilier de l'univers hip-hop américain qui nous a quittés. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il nous aura laissé un sacré héritage. Merci beaucoup Ashraf. On va continuer maintenant à parler de musique, mais cette fois-ci, on revient en France avec Sofiane. Depuis jeudi dernier, le rappeur Orelsan a sorti la seconde partie de son documentaire « Ne montre jamais ça à personne ». Sofiane, que découvre-t-on dans cette deuxième partie ? Là, j'en suis à peu près au stade où je me dis mais pourquoi je refais un album en fait ? Pourquoi est-ce qu'il refait un album ? C'est justement ce que son frère, Clément Cotentin, va essayer de nous expliquer à travers cette série. Alors on suit le quotidien donc du rappeur Orelsan à travers la réalisation de son nouvel et dernier album appelé Civilisation.
Et qui retrouve-t-on aux côtés de l'artiste dans cette série? Et bien dans cette série, on retrouve toute l'équipe autour du rappeur, évidemment son frère qui est donc derrière la caméra, mais aussi plusieurs artistes présents sur le projet comme Angel, Vald ou encore Damso. C'est rare quoi, des chansons qui sont si bien écrites. Je sens que le mec s'est fait kiffer. Quel bâtard! En bonus, on nous montre aussi toutes les péripéties par lesquelles le rappeur et son équipe sont donc passés à travers la conception de cet album, comme par exemple un bug iCloud qui leur a fait perdre tous les textes d'un de leurs sons. Et évidemment, avec le caractère un petit peu unique d'Orelsan, on va suivre un petit peu ses remises en question avec son côté humoristique en images. Je descends aussi bas que je suis monté haut. Putain de merde! Mais je trouve tout nul. Je me suis trompé de branche. Je chante faux et je sais pas faire de musique. Où est-ce qu'on peut retrouver ce documentaire? Alors la série est disponible uniquement sur Amazon Prime, 4 épisodes d'une 40aine de minutes qui viennent prendre la suite des 6 épisodes sortis l'année dernière. De quoi se régaler pour tous les fans du rappeur, à savoir qu'il a également annoncé une réédition pour cet album. Et en effet, ça nous donne l'eau à la bouche. Vous nous direz ce que vous en avez pensé après l'avoir visionné. Merci beaucoup, Sofiane. À présent, on change de registre puisqu'on va parler art et polémique avec Caroline. Il y a quelques jours, des militants écologistes du mouvement Just Stop Oil ont jeté de la soupe à la tomate sur les tournesols, le célèbre tableau de Van Gogh. Un acte qui suit une série d'autres actions depuis le mois d'octobre. Le message, la vie plutôt que l'art. Caroline, vous avez décrypté ce geste pour nous. Effectivement, Monsef, donc c'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de protestation. La Joconde a été plusieurs fois vandalisée, on va dire. La dernière fois, c'était en mai 2022. C'est assez récurrent en fait. En 2013 aussi, on avait une femme qui avait sur le tableau d'Eugène Delacroix « La liberté guidant le peuple » marqué A911 en référence aux attentats du 11 septembre. Donc c'était des thèses conspirationnistes et elle avait écopé de 8 mois de prison avec sursis. Et on vous a posé la question. On vous a posé la question sur le compte Instagram de Popeye pour savoir si vous étiez plutôt pour ou contre ce genre de protestation, si c'était un moyen utile ou qui desservait la cause. Et on vous a aussi demandé votre avis. Et le résultat était que seulement 10% des gens étaient plutôt pour ce genre de geste. Parmi les avis, on a Margot et Charlotte qui nous disent qu'il y a des moyens qui sont un peu plus cohérents pour faire passer un message et que ça peut tourner en ridicule les acteurs. Et Margot qui nous dit aussi qu'on pourrait choisir des œuvres qui sont en rapport avec le message qu'on essaye de transmettre. Jérémy, lui, pense que si c'est nécessaire, il faut le faire. C'est un moyen, comme un autre, d'arriver à ses fins. Enfin, Maxime nous explique gentiment que c'est peut-être aux médias de, eux aussi, mieux traiter l'information. Alors, je me suis moi-même posé la question, après avoir lu tous vos avis, et dans l'idée même, c'est-à-dire de vandaliser une œuvre d'art, je suis à la fois pour et contre. Pour des raisons, on va dire, philosophiques, on peut revenir à l'idée de l'art qui n'est pas seulement une idée de l'esthétique ou du beau, mais qui est aussi une façon de dénoncer et de mettre en avant des causes. Donc ce serait un petit peu la continuité, on va dire, d'une œuvre qui est là, par exemple, pour dénoncer. Ce serait sa continuité. Et là, ce serait peut-être un moyen de comprendre autrement le message. Deuxième chose, on voit que le mouvement Don't Stop Oil a fait plusieurs actions. Et à chaque fois, ils font bien attention de ne pas vandaliser vraiment l'œuvre. Ils se collent à côté ou ils font des protestations, mais l'œuvre en elle-même n'est pas vraiment endommagée. Là, il y avait une vitre, par exemple, donc il y avait seulement le cadre. Donc, c'est vrai, comme le disait Maxime tout à l'heure, on est plus choqué par une œuvre d'art vandalisée que par toutes les causes environnementales. En tout cas, ça fait beaucoup plus de buzz. Donc, je pense qu'il y a des pour et des contre. J'avoue que le jour où mon œuvre d'art préférée sera endommagée, je ne sais pas si je vais faire l'effort de comprendre le geste, la protestation. Mais je veux dire, voilà, c'est une façon autre de réfléchir à l'événement. Et on peut comprendre toute la frustration autour de ces actions. Ashraf, Soufiane, vous êtes de quel côté, vous? Qu'en pensez-vous? Personnellement, je trouve que c'est pas la meilleure manière de protester. Voilà, tout simplement. On est dans un monde où, à travers les réseaux sociaux, déjà on peut faire passer beaucoup de messages, et je pense pas qu'aller à ce genre d'événement pour vandaliser ainsi, ce soit le meilleur message qu'on puisse passer. Et vous, Ashraf?
Moi, je suis contre, pas juste pour faire passer un message, mais c'est qu'une œuvre d'art est l'extension de la pensée d'un artiste ou de son esprit. Donc, c'est aussi atteindre directement à l'artiste, même si ça fait plusieurs siècles ou plusieurs années qu'il est décédé. Donc, pour moi, c'est une atteinte. Certains disent que les artistes eux-mêmes auraient voulu que ça se passe comme ça. Allez-y, vandaliser mes œuvres. On voit Polanski qui détruit sa propre œuvre qui est mise aux enchères. Ils veulent des fois la destruction, donc je ne sais pas si ça les aurait vraiment choqués. Je ne sais pas. On aimerait bien avoir leur réponse. On ne les aura pas. Merci beaucoup à vous trois. On en a déjà terminé avec la première partie de cette émission et on enchaîne tout de suite avec le mini-débat. Et chaque mois, Popeye revient sur un événement polémique de l'actualité, analysé et décrypté par Ashraf, Caroline et Sofiane. Aujourd'hui, on va parler de cinéma. Alors, connaissez-vous le projet Académie Aperture 2025 ? Ça me dit rien, personnellement. Ça vous dit rien Vaguement. du tout ? Je vais vous l'expliquer. Il y a 2 ans, l'Académie des Oscars a annoncé de nouvelles règles de représentation et d'inclusion pour les candidats à la catégorie meilleur film. C'est simple. À partir de 2024, 4 nouveaux critères de diversité vont être ajoutés dans la catégorie meilleur film de la remise des prix. Pour tout réalisateur, votre film devra répondre à au moins 2 de ces 4 critères s'il veut avoir une chance d'être sélectionné. Et pour illustrer, je vais vous en lire quelques-uns. Alors, par exemple, au moins un des acteurs principaux ou secondaires doit être issu d'une minorité ethnique. Au moins 2 des directeurs artistiques doivent provenir de groupes minoritaires et à minima 30% du casting doit être constitué de personnes appartenant à un groupe minoritaire, encore une fois. Vous l'aurez compris, l'objectif est de mettre en avant des films qui contiennent une grande diversité dans ses acteurs et son équipe technique. Bien évidemment, cette décision est très controversée puisque certains trouvent cette idée inutile, là où d'autres trouvent que justement c'en est une très bonne. C'est un débat qui refait surface récemment, parce que ce projet il date quand même d'il y a 2 ans. Là, récemment, on a des streamers et des influenceurs qui remettent ce débat au goût du jour, avec justement cette question au niveau des influenceurs qui doivent remplir des quotas dans leurs émissions ou dans leurs vidéos au niveau de la représentation de minorités. Ma question du jour est donc la suivante. Selon vous, est-ce une bonne chose de vouloir à tout prix mettre en avant les minorités dans ce genre d'événement ? Alors, si je peux commencer, ça ne dérange personne. À titre personnel, je trouve que dans un premier temps, quand on prend cette mesure dans les termes qui sont utilisés, on peut penser que c'est une bonne idée. Parce qu'il va y avoir une meilleure représentation des minorités, que ce soit des minorités ethniques ou de genre ou sexuelles. Donc, dans ce sens-là, c'est quelque chose de positif. Mais seulement, c'est quoi les critiques qu'on entend souvent, par exemple sur les séries Netflix, on entend souvent qu'il y a des personnes issues de minorités dans les séries uniquement pour en mettre. Et justement, avec cette nouvelle mesure-là, j'ai bien peur que ça fasse l'effet inverse et que ça leur desserve, puisqu'on va retrouver de plus en plus d'acteurs qui vont être issus de minorités, pas vraiment dans l'intérêt du film, mais uniquement pour remplir ces quotas-là. Donc en même temps, c'est bien pour une idée de représentation, mais ça peut également fortement leur desservir. Je vais poursuivre ce que dit Sofiane, parce que je suis d'accord avec lui. C'est même pas juste parler du film en soi, mais de l'acteur. Et aussi lorsqu'on va faire un casting. C'est-à-dire que dans cette manière-là, c'est bien de mettre les minorités en avant, surtout celles qui sont persécutées, parce qu'on le sait, les films, il y a un certain impact mondial. On peut transmettre des messages tant que c'est bien fait. Mais c'est-à-dire qu'un acteur va être choisi, ou un scénariste va être choisi, non pas pour ses compétences, mais par rapport à quelle minorité il appartient. Donc c'est-à-dire qu'on ne va même pas se concentrer sur la qualité d'un film, mais on va se concentrer à remplir les quotas ou à remplir donc les consignes que l'on doit respecter. Donc je pense que le cinéma même va perdre de son charme-là, en fait. Ouais, pour finir, je dirais que c'est dommage déjà d'en arriver là, à devoir imposer des quotas, parce que ça devrait se faire naturellement, maintenant qu'on est au courant de ce qui se passe, qu'on n'est plus dans des périodes... certaines fois, on est encore dans des périodes compliquées au niveau de la représentativité, mais je trouve que c'est toujours la même question d'égalité des chances. À la fois, c'est bien, et à la fois, c'est presque humiliant. Est-ce qu'on en vient à se dire qu'il faut aider ces gens-là
à accéder à certains postes, que ce soit au niveau des acteurs ou au niveau des équipes techniques, parce qu'elles n'ont pas cette chance, parce que les pauvres, en fait, ça peut être humiliant en fait d'en arriver à devoir imposer des quotas, et les gens effectivement se retrouvent dans des postes où ils savent pas eux-mêmes s'ils sont là pour leurs compétences, leurs qualités, ou tout simplement pour rentrer dans les clous. Donc c'est une chose qui est dommage. C'est dommage d'en arriver là aujourd'hui. C'est peut-être nécessaire parce que ça va devenir quelque chose de normal. Peut-être que les gens qui seront engagés seront aussi engagés pour leur qualité. Mais effectivement, ça peut être humiliant. Des avis très constructifs et tranchés. La question maintenant, c'est qu'en pensera le grand public? La réponse en 2024 pour la 96e édition des Oscars. Merci à vous trois. On en a fini avec le mini-débat et on va enchaîner tout de suite avec la troisième partie de l'émission, la patte des chroniqueurs. Débrief, coup de gueule, rétrospective ou encore reportage. Dans ce volet, nos futurs journalistes traitent le sujet qui leur plaît de la manière dont ils ont envie. Et pour le coup de cœur, aujourd'hui, c'est Sofiane qui ouvre la marche. Vous allez nous parler du GP Explorer, l'événement lancé par le youtubeur Squeezie. Sofiane, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, Monsef, imaginez que là tout de suite, on vous sorte de la pièce, on vous mette sur un circuit automobile dans une F4 qui va à 250 km/h sans aucune expérience pour faire la course avec vos amis. C'est le défi que s'est lancé Squeezie sur YouTube avec ses amis. On imagine que ça a été fortement suivi. Et bien justement, ça a été suivi et pas qu'un peu. 1 million de viewers en direct sur Twitch. C'est le record en France sur la plateforme. Le précédent record avait été fait par Zerator lors du Z-Event qui avait connu un fort engouement avec 700 000 viewers, donc 300 000 de plus. Et cette fois, l'engouement était tellement plus grand que sur place, au circuit emblématique du Mans, il y avait 40 000 spectateurs présents. On parle donc de personnes comme vous et moi qui, en quelques mois seulement, se sont retrouvés sur une piste à piloter une Formule 4, mais comment cela est-il possible? Et bien justement, Monsef, Squeezie lui-même s'est posé la question. Il a avoué en interview après ça que c'était un projet vraiment très risqué. Lui qui a souvent voulu repousser ce projet justement d'1 an, voire plus. Finalement, lui et son équipe de 40 personnes ont réalisé donc ce projet-là cette année, n'ont pas abandonné. Alors, au niveau du fonctionnement, chaque pilote était en duo, un petit peu comme on retrouve dans les vraies compétitions, et formait une écurie sponsorisée par des marques qui ont l'habitude donc de travailler avec ces youtubeurs-là. C'est ainsi que l'événement a pu être financé, un événement qui a coûté plusieurs millions d'euros. Et donc, si je comprends bien, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'accident ou de mauvaises surprises? Eh bien, c'est vrai qu'on a eu une grosse frayeur pour Joyka tout de même, un youtubeur qui a eu un crash à plus de 200 km/h dans un virage pendant les qualifications. Plus de peur que de mal, même si les images font très peur et sont vraiment impressionnantes, il va bien. Et petit bonus, sa F4 a même été réparée avant la vraie course. Il a d'ailleurs donc pu participer à la course. Il a d'ailleurs sorti une vidéo juste hier pour expliquer et parler de son accident. Et alors, comment s'est terminé ce GP Explorer? Eh bien, ça s'est terminé avec la victoire de Villebrequin, Sylvain Villebrequin, youtubeur automobile, donc qui avait déjà pas mal d'expérience dans ce milieu-là. Squeezie a d'ailleurs évoqué la possibilité de réitérer l'expérience, peut-être l'année prochaine. Et il est très fort, ce Squeezie, pour nous surprendre encore et encore après chaque vidéo. Merci beaucoup, Sofiane. Ashraf, c'est à présent à votre tour. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas me répondre sur le plateau. En effet, la saison d'automne est riche en termes de séries, d'animation. Un grand nombre de sagas sont attendues par une multitude de fans en ce mois d'octobre. Mais quel est l'animé le plus attendu de tous? Vous vous êtes rendu sur le terrain pour récolter leurs témoignages. Blue Lock, Chainsaw Man ou encore Bleach, les animés débarquent en force dans ce mois d'octobre-là. Lequel hype le plus les fans? Nous sommes partis à leur rencontre. Bonjour. 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 En octobre, il y a énormément de sorties en termes d'animés, c'est assez riche, mais lequel vous hype le plus? Donc moi, celui que j'attends le plus, c'est My Hero Academia, parce que je suis en manga depuis très longtemps, c'est mon premier manga que j'ai lu, et donc du coup, ouais, c'est celui-là que j'attends en anime. Puis il y a des événements dans le manga qui vont être vraiment forts, donc du coup, j'ai hâte de les voir en animation. Ah, pour moi, c'est Bleach, de sûr Bleach. Ça fait une dizaine d'années que j'attends, donc ce sera Bleach. Et je peux peut-être réécouter le Bankai de d'Ichigo après 10 ans quand même.
même pas que celui d'Ichigo, tous les Benkai attendus. Voilà, on attend beaucoup de choses de l'animé, du plus par rapport au manga qui a été un peu bâclé sur la fin. Justement, c'est l'arc final qui va être adapté en manga. Qu'est-ce que vous attendez peut-être, justement en tant que fan? Tous les combats off-screen. Tout ce qui a été mis off-screen, j'espère qu'on va l'avoir en animé, qu'on va avoir plus de longueur, que la Toei va se permettre des choses, etc. Là, à l'heure actuelle, c'est Chainsaw Man, du coup, qui me hype vraiment énormément. Alors, pour l'instant, celui qui me hype le plus, c'est Chainsaw Man. Moi, j'ai lu le manga, j'ai énormément aimé, c'est l'un de mes favoris ces dernières années, donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire de l'adaptation, qui est toujours un peu chaotique généralement, et j'attends de voir si ça va être bien retranscrit ou non. Parce que déjà, j'ai tout lu, donc du coup, je connais déjà à peu près l'histoire, et tellement j'aime Kiff Chainsaw Man que je voulais absolument l'animer pour savoir comment vous allez faire pour les animations, des choses comme ça. Donc là, clairement, en plus, ça sort aujourd'hui, donc prêt à l'observer. Et puis hâte de voir s'ils vont bien faire ou s'ils vont se foirer. Là, dans l'immédiat, j'attends beaucoup Chainsaw Man qui va sortir. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Parce que j'ai commencé le manga et j'ai hâte de voir l'adaptation. Et après, il y a la deuxième saison de Spy Family qui arrive, et ça pareil, je suis trop chaud. Voilà. Là, Blue Lock aussi. Et Blue Lock, parce que je l'ai lu, donc j'ai vu quelques images d'animés qui sont sortis. C'était très cool, et j'attends de voir un peu plus pour pouvoir me mater tous les épisodes d'un coup. J'ai ma copine qui a commencé le manga et du coup j'avoue que ça a l'air très cool, donc j'ai hâte de voir l'animation aussi. Et au final, Ashraf, quelle conclusion tirez-vous de ce reportage? Il y a eu beaucoup de Chainsaw Man, comme on l'a entendu, mais en général, toutes les sorties étaient attendues, que ça soit. Et ce qui est bien aussi, c'était plusieurs types d'animés, pas seulement des animés de combat. Il y avait du sport avec Blue Lock, il y avait plusieurs types de mangas, c'était super intéressant, et plusieurs types de spectateurs, des gens qui ont lu ou des gens qui vont découvrir, donc très enrichissante. Merci beaucoup. À présent, on sort de ce cadre et on va faire un petit bond dans le temps. En effet, dans une quinzaine de jours, on célèbre la fameuse fête d'Halloween. Et chaque année, on a l'impression que les préparatifs commencent de plus en plus tôt. Les magasins proposent dès le mois de septembre de quoi décorer nos maisons. Mais alors, Caroline, d'où nous vient cette fête et comment en est-on arrivé à un tel engouement, même en Europe ? Eh bien, Monsef, c'est vrai que lorsqu'on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, on pourrait croire que ce sont les États-Unis qui ont inventé cette fête, mais alors pas du tout. C'est une fête celtique qui date d'il y a plus de 2500 ans. C'est la fête de Samin, comme on l'appelait, et c'était le passage de la nouvelle année. Et on pensait ce soir-là que le monde des vivants et le monde des morts se rejoignaient. Samin a été repris plus tard par l'Église catholique, qu'on a appelé la fête de la Toussaint. C'était au 8e siècle. Donc, on a vu s'exporter cette fête d'Halloween au 19e siècle. Je pense que vous savez pourquoi. C'était avec justement les mouvements migratoires irlandais. On se souvient de la crise de la pomme de terre. On se souvient aussi avec Titanic. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle s'est exportée aux États-Unis. Et pourquoi on se déguise au final pour cette fête ? Eh bien, on se déguise parce que les Celtes, tout simplement, cherchaient à éloigner les âmes qui venaient les hanter. Et pourquoi la citrouille ? Pourquoi la citrouille ? Alors, il faut se souvenir de la légende de Jack O'Lantern. Jacques à la lanterne, qui avait défié le diable. C'était un alcoolique qui avait défié le diable. Et il a été condamné à errer dans l'obscurité avec, pour seul éclairage, un navet évidé dans lequel on avait mis une bougie. Plus tard, le navet est devenu une citrouille. Et c'est comme ça qu'on a ce symbole d'Halloween. On peut également penser à la fête mexicaine des morts. Et si on rassemble ces deux fêtes, on a tout ce qu'il faut pour que les Américains en fassent une fête un petit peu commerciale. Mais maintenant qu'on est revenu sur l'histoire, comment cette fête s'est autant popularisée ces dernières années ? On peut surtout remercier les célébrités et les réseaux sociaux, les Américains qui ont réussi à exporter la tendance en Europe. Ça a pris du temps un petit peu pour que la France en fasse une date incontournable, mais aujourd'hui, on le voit, c'est l'occasion de sortir ses plus belles tenues. D'année en année, le concept de monstre a un petit peu disparu pour laisser place à un vrai événement de pop culture. On cherche à choisir des personnages iconiques de la culture, que ce soit du cinéma, de la chanson ou encore des stars de société.
Et chaque année, ça trend. L'année dernière, c'était Squid Game, je pense qu'on s'en souvient tous. Dans les années 2000, c'était Britney Spears, la tenue de Oops, I Did It Again. On peut remercier quand même Harry Potter qui nous fait rester dans le thème des sorcières. Ça reste un incontournable. Mais alors, pour vous, cette année, quelle va être la tendance ? Moi, je pourrais pas vous donner exactement la tendance. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est qu'on retrouvera, à mon avis, plusieurs personnes déguisées en personnages de bande dessinée et de comics, surtout. Ouais. Hein. DC Comics, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. Je serais prêt à mettre mon bras en jeu que dans les rues, on aura des Harley Quinn et des Jokers en train de défiler. Ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Je pense qu'on retrouvera aussi les traditionnelles sorcières, les zombies, Ouais. les fantômes peut-être, un petit drap sur la tête, et puis c'est Simple vraiment et le, efficace. le déguisement le moins cher. Bon, moi personnellement, j'ai déjà préparé mon déguisement, je serai en Pikachu. Super. Magnifique idée, Ashraf, sûrement la meilleure. Merci beaucoup, merci à vous, Caroline. On en a terminé avec vos chroniques, et maintenant, c'est le moment de la venue du 4e chroniqueur. Et à chaque émission, un nouveau chroniqueur vient sur le plateau pour nous conter sa petite histoire. Aujourd'hui, l'invité du jour, c'est Héloïse Pitot. Héloïse, comment vas-tu ? Très bien, merci. Super. Alors, à l'instar de moi et mon équipe, tu es toi aussi une étudiante en 3e année à l'école de journalisme. Et aujourd'hui, tu es venue nous parler de cinéma. Oui, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de cinéma, plus précisément de cinéma venu d'Italie. Alors, est-ce que vous connaissez des œuvres cinématographiques venues d'Italie ? Pas du tout. La vita est belle, là. Très bien. Eh bien, de nos jours, nous pouvons trouver toutes sortes de courts et longs métrages allant d'une thématique romantique à l'horreur, au biopic, au western, mais encore à la science-fiction. J'en passe. Mais à présent, ce dont je vais vous parler, c'est d'un personnage mettant en amont un genre cinéma épuré et moderne, aux métaphores philosophiques, dramatiques et aux paysages d'Italie sophistiqués. Le talentueux réalisateur au succès international au service de son art n'est rien d'autre que Paolo Sorrentino. Né en Italie dans les années 70, Paolo Sorrentino vit à Naples durant son enfance. Il traverse une lourde période lors de son adolescence qui inspirera ses scénarios qui connaissent aujourd'hui un franc succès. Notamment dans son long métrage La main de Dieu, sorti cette année, il y dévoile l'instant qui chamboula sa vie, la mort de ses parents. Paolo Sorrentino fait de son pays sa muse. Il le montre comme il se souvient de lui, doux et apaisé. Il apporte cette douceur dans le chaos des années 80 que connaît l'Italie. Des remises en question de son avenir, des repas en famille, sa première fois, la difficulté pour sa tante d'avoir un enfant alors qu'elle est le stéréotype de la belle femme italienne. Nous pouvons nous replonger dans les instants nostalgiques dans lesquels vit le réalisateur. Les images imposent une certaine poésie. Amoureux de la beauté naturelle, chaque scène de La main de Dieu pousse à compatir avec cet adolescent, à le voir comme un miroir. C'est ça la force de Paolo Sorrentino, c'est de rendre la mélancolie majestueuse et inspirante. Donc le réalisateur italien privilégie les acteurs venus du monde du théâtre. Je cite l'acteur italien Tony Sevillo, repris plusieurs fois dans plusieurs films de Paolo notamment. Je cite « Paolo aime beaucoup chez les acteurs de théâtre leur discipline, l'absolue préparation avec laquelle il arrive sur le plateau, une préparation comparable à la sienne. Il exige la même chose de tous ses acteurs. » Alors maintenant disponible sur Netflix, La main de Dieu confirme une fois de plus cette année l'immense sensibilité et talent qu'a Paolo Sorrentino après son Oscar du meilleur film étranger pour La Grande Bellezza en 2013. Alors maintenant, je vais vous faire un petit jeu. Vous allez devoir deviner de quelle œuvre ces scènes de film ont-ils fait référence. Par exemple, si je vous montre Scream, donc c'est un film d'horreur plutôt connu, vous allez devoir me répondre par exemple que ça vient du film de l'œuvre d'art Le Cri d'Edvard Munch. Ouh, ça s'annonce probant. Ouais. Je pense que là, Ashraf, vous risquez d'avoir tous les points. Oui, bien entendu. Alors, commençons avec Shutter Island de Martin Scorsese. Est-ce que vous savez de quelle œuvre d'art ? Moi, je pense savoir. Non ? Non, mais allez-y, bien évidemment. Le baiser de Klimt. Enfin, je ne sais pas Et si... c'est une bonne réponse pour Caroline. C'est Le baiser de Gustav Klimt. J'allais le dire, mais... Ah, pardon, excuse-moi. Et maintenant, nous allons passer à Inception de Christopher Nolan. Toujours pas. Non, Un petit indice sur l'artiste ? Est-ce que vous savez de quelle œuvre ? J'en ai aucune idée. Moi non plus. Très clairement, là, C'est L'escalier d'Ecker Penrose.
D'accord. Ah oui, d'accord. Effectivement, donc on voit ça- bien la référence. c'est ouais. en fait, c'est une perspective, une illusion d'optique qui fait que c'est un objet, des objets du quotidien, mais qui deviennent finalement impossibles dans la vie réelle. Ah, c'est Je quand l'avais- même pas mal raccord. Vous avec avez ça. sur le bout de la langue en plus. Voilà, je pense que tout le monde l'a. Oui, quand même. Oui. Quand Oui, même. quand même. 1, 2, 3, la scène. Et c'est bien la scène de Léonard de Vinci. Ah, j'avais le tableau, mais pas le nom. Je pense que c'est pareil pour mes C'est deux pas- compères. c'est pareil pour moi, oui. Tout pareil. C'est bon? Super, et bah écoutez, merci beaucoup. Comme d'habitude, à tous les jeux, on a Ashraf qui remporte haut la main ce petit jeu. Merci beaucoup Héloïse pour cette intervention. Vous allez rester un petit peu avec nous sur le plateau pour le jeu de la rédac. Et comme d'habitude, on termine cette émission par un petit jeu que j'ai concocté par mes soins auquel chaque chroniqueur ici présent va participer. Vous aussi, depuis votre téléphone ou votre ordinateur, vous pouvez jouer avec nous. Alors pour aujourd'hui, je vous ai préparé une petite série de devinettes, mais attention, cette fois-ci, ce sera pas comme la dernière fois. Là, je ne vous demanderai pas de répondre, ou en tout cas, je vous donnerai pas d'indices avec les mots. Cette fois-ci, ce sera en images. Tout simplement parce que, en fait, on va avoir une série d'images à l'écran. Ok, la photo sera représentative d'une personnalité en lien avec l'actualité pop du moment. Et tout simplement, cette personne-là qui va être représentée à l'écran, elle va être pixelisée à un certain degré. Et à mesure qu'on va avancer, on aura 4 photos. En tout, la photo va devenir de plus en plus nette. D'accord ? Votre objectif, c'est simple, reconnaître la personne le plus rapidement possible. Alors pour les points, c'est très simple. Ça va fonctionner par degré de pixelisation, tout simplement. C'est-à-dire que plus la photo est pixelisée, plus vous allez remporter de points. Pour la première, c'est 4. Pour la deuxième, c'est 3. Pour la troisième, c'est 2. Et pour la dernière, c'est 1. Si vous reconnaissez une fois que la photo elle est nette, bien évidemment, vous remportez 0 points. On va pas... Je me posais la question. Pour Ashraf, même la photo une fois honnête, il reconnaîtra Voilà, pas de toute peut-être manière. que ça marchera quand même pas. Bon, je tiens à vous prévenir que sur certaines, ça peut être évident, sur d'autres, ça peut être très dur. Donc si vous n'avez pas tous les points, c'est pas grave. Petit bonus, si vous devinez l'actualité qui est liée à la personne qui est représentée sur l'image, vous remportez 2 points. Voilà. Et ça peut être n'importe quel fait d'actualité avec la personne qui est sur l'image, tout simplement. Ok ? On est bon ? Je tiens quand même à rappeler le concept de l'émission et de ce petit jeu. Le vainqueur repart avec absolument rien du tout. Voilà, comme d'habitude, on ne change pas nos principes. Alors, on va commencer tout de suite avec la première image. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Personne ? On passe au deuxième stade. Moi, je dirais Annie Ernaux. Excellent Caroline, et oui, vous rentrez directement dans le vif avec cette bonne réponse qui vous donne 3 points. Est-ce que vous auriez une idée du fait d'actualité ? Bon, je pense qu'on est tous d'accord, il y a le prix Nobel de littérature qui lui a été accordé. Effectivement. Et... La lauréate du prix Nobel de littérature qui connaît un succès faramineux ces derniers temps, car depuis sa distinction, en plus de subir une rupture de stock au niveau de ses ventes, les maisons d'édition ont pour projet de créer 900 000, presque 1 million de copies, tout simplement, de C'est ses bien pour œuvres. elle, ça. Voilà. Donc c'est vraiment très bien pour cette autrice qui est quelqu'un Qui mérite d'important. ce succès, pour Voilà. moi. Devient quelqu'un d'important dans le milieu et c'est complètement justifié. On passe à la prochaine image. Tout de suite. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Weshden ? Non, mais on est dans le thème. La musique ? Oui, complètement. Américaine ? Pas du tout. Aya Nakamura ? Mais complètement, Caroline, complètement. Effectivement, c'était Aya Nakamura. C'est bien. Alors celui-là, du coup, je vais vous le compter comme la troisième image parce que je vous ai bien aidé. Hein, Oui, je vous ai donné oui, 2-3 oui. indices. C'est par-ci, vrai, par-là. j'accepte mes... Je dirais même 2 points, je pense, non ? Donc, Non, j'accepte mes 3 points. 3 points. Et l'actualité, elle sera un nouvel album ? Alors non, c'est quelque chose d'assez insolite. En fait, c'est simple, elle a réalisé un concert interactif sur Fortnite. Voilà, donc c'est sur le jeu vidéo, oui, c'est possible, on en a déjà eu, c'est pas la première. Travis Scott qui avait participé à ça. Exactement, notamment Travis Scott, et c'était en effet une vidéo préenregistrée de 14 minutes quand même, qui est passée sur le jeu vidéo, où on pouvait du coup retrouver l'artiste en train de nous faire sa performance. On passe à la prochaine image, tout de suite. Ah, Hagrid. j'ai. Oui. Mais comment s'appelle l'acteur ? C'est aussi. Ouais, parce que là vous l'avez dit en même temps, donc s'il y en a un de vous deux qui me sort le nom de l'acteur,
Il Le nom remporte d'acteur, le je l'ai pas. Je vais sortir l'actu maintenant, histoire d'avoir 2 points. Il est Il est décédé, mort. malheureusement. Ah oui, effectivement. C'est ça. Effectivement, Ashraf, Sofiane, pardon. On va vous accorder les points. Pourrais avoir les Simplement. initiales Ça me fait plaisir. C'est tout simplement Robbie Coltrane. Robbie Coltrane. Voilà. je suis Les désolé, initiales c'est Robbie pas Coltrane, grave. ouais. Bon, je pense Il que est- ça accorde pour dire qu'il s'appelle Hagrid. Oui, oui, oui. Non, Hagrid, c'est ça, un c'est peu son complètement. deuxième nom maintenant. C'était Hagrid. Je pense qu'on par nécessité. Je lui laisse vous les allez points, pas je partir lui avec laisse les 9 points. points déjà. On donne les points à Sofiane qui repart donc avec 6 points. Caroline, vous en avez 7. Et Ashraf, à notre grande surprise, vous en avez 0. Non, j'en ai Aussi, vous en avez 0. Zéro. Vous en avez combien 3 et 3 6. et 2. 8. Voilà. Effectivement, c'est une émission de pop culture et pas, Et de, pas de mathématiques. mathématiques. Allez, on va passer à la prochaine image tout de suite. En fait, je sais c'est quoi le contexte. Vous pouvez l'essayer. Là, vous avez le droit à autant de réponses possibles. En fait, Voilà. j'ai le contexte, mais. Un membre de BTS. Pas du tout. Pas du tout. On passe au prochain stade. C'est pas Nick. Non. Toujours pas. Il y a un indice sur l'image. Ah, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Merci Ashraf, encore une non, fois non, cette non, réponse non. tardive. Non, non, C'est mais Héloïse. je tiens quand même à souligner le fait que tout le monde a répondu en même temps et que même lorsque tout le monde devine, Ashraf est le dernier à répondre. Donc, on va donner le point bien évidemment à Héloïse, hein, félicitations. C'est au bout de l'avant-dernière image, donc vous avez un point. Voilà. C'est déjà ça. Mais c'est déjà ça. Est-ce que vous pourriez me trouver le fait d'actualité Je Il sais a qu'il sorti va un sortir nouveau film. qui dit. Bon, je le laisse, essaie de le rater des jouer, points. je sais. Voilà, non, Ashraf, Ça c'est m'a pas pas. en coupant la parole au chroniqueur que vous allez remporter des points, malheureusement. Je peux expliquer Oui, le. C'est un nouveau film qui sort à propos d'un jouet, il me semble. Oh non, mais Oui, exactement. Le C'est- jouet qui est un film qui existait déjà et qui est une réadaptation. Exactement, il est présent dans le premier rôle du film, donc le nouveau jouet, comme vous l'avez dit, qui reprend le classique de Francis Fieber, Le Jouet, qui date de 1976. Le film sort au cinéma ce mercredi dans toutes les salles de France. On enchaîne tout de suite avec la prochaine image. Jean Dujardin. Oui, effectivement, le C'est point passé. est indéniablement pour Sofiane. Effectivement, est-ce que vous pourriez me retrouver le fait d'actualité Eh ben, absolument, puisqu'il il a mangé une pomme hier soir. Non, malheureusement, c'est malheureusement, pas- on n'est pas là pour Ok, non, parler bah, des j'ai- repas de Jean Dujardin. Dans ce cas-là, j'ai pas. Je vais vous l'expliquer, personne d'autre ne l'a. Non. D'accord, alors c'est simple, l'acteur il a fait son retour sur les devants de la scène, ou en tout cas il compte les faire, puisqu'il va interpréter en 2023 le rôle de Zorro. Alors pas Zorro dans One Piece, hein, mais Zorro l'épéiste, celui au chapeau et au masque noir. C'est une série qui va être produite par France Télévisions, dont la production, donc comme je l'ai dit, est prévue pour 2023, et on a hâte de le voir incarner ce rôle. On enchaîne tout de suite, on continue. Mario. Effectivement, alors là, Un je point bute. chacun. Voilà, je pense qu'on va donner un point à chacun parce que vous avez tous répondu en même temps. Attention, on a 2 points pour celui. Je crois qu'on est sur Sur la le sortie film. d'un nouveau jeu vidéo. Sur le Nouveau film, film. non, c'est le film. C'est un film. Mario Bros. Et d'ailleurs, il y a eu une polémique, le fait que Mario avait pas des fesses assez grosses. Oui. Lors du trailer. J'ai vu C'est vrai ça. Oui. Oui, Wow. oui. Il a D'accord. changé de morphologie. Ok. Il a C'est fait un petit régime, ça arrive. Pour vous, Très intéressant. Merci Ashraf. Je pense que du coup, je vais vous accorder les points Oh, il les mérite. de l'actualité. Pour les Ça vous fait fesses. 3 points. Merci. Voilà. Ouais, enfin, 7 points. Non, un point chacun, oui. Ah là là, je suis fort en mathématiques. Ouais, allez, Ah. enchaînons. J'espère que vous comptez vos points depuis tout à l'heure, hein, parce que moi, je suis pas ouais, prêt moi, je compte mes points. de vous les ressortir. Alors, du coup, comme je vous l'ai dit, le film autour du plus célèbre des plombiers sortira en 2023 prochain, et il y a une première bande-annonce qui a été publiée, qui fait l'unanimité, en tout cas chez les fans, en termes de qualité. Les images ont fortement plu aux fans qui ont vu donc ce trailer. Ce qui a en revanche beaucoup moins plu aux fans, c'est que ce n'est pas l'interprète de sa voix dans le jeu vidéo qui va l'interpréter. Oui, c'est un célèbre acteur américain, donc j'ai oublié le nom, mais voilà, en ce moment il y a de nombreuses pétitions qui sont sur les réseaux et sur internet pour justement que ce soit cet homme-là qui tout simplement interprète son personnage au final. Effectivement. Voilà. On passe à la prochaine image. Niska. Oui, Sofiane, Ah. bien joué du premier coup, tout de suite. Effectivement, est-ce que vous avez l'actualité? Si c'est pas sur son repas, j'ai pas. Moi, je Non, l'ai, voilà. je crois. C'est pas la nouvelle saison de la nouvelle école qui va. Non, Ah, malheureusement c'est non. ça. Ça va arriver prochainement, mais Ouais. on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est de la taxe sur le streaming, qui est considérée comme une taxe anti-rap. Alors c'est simple, c'est du coup une taxe qui va donc toucher tous les artistes et les producteurs pour aider le Centre national de la musique. On en a parlé sur les réseaux sociaux dans Popeye, on a une vidéo complète sur le sujet si vous voulez aller la voir.
Et tout simplement, en fait, Niska, lui, c'est un des premiers qui est parti se plaindre sur les réseaux sociaux en qualifiant cette taxe de taxe anti-rap. Parce qu'en effet, ça risque surtout de poser problème aux producteurs et aux artistes de ce milieu, puisqu'ils sont essentiellement dépendants du streaming. Voilà. On va enchaîner tout de suite avec la prochaine image. Celle-là, oui, Héloïse, bien joué. Ah, dès que ça parle de cinéma, tout de suite, vous l'avez. Tom Cruise, effectivement. Est-ce que vous avez le sujet d'actualité ? J'ai pas l'actu. Alors, attention, c'est quelque chose d'assez fou. Ah si, je l'ai. Ça va être le premier acteur dans l'espace. Exactement. Ah oui, j'avais vu passer. Donc bon, il nous surprend toujours Tom Cruise. Après le succès du deuxième volet de Top Gun, l'acteur américain serait en train, donc comme vous l'avez dit, de préparer un projet assez fou. D'après plusieurs médias américains, il serait sur le point de tourner un film dans lequel il serait projeté dans l'espace. Et pour vous dire l'envergure du projet, ce film a été validé et va être en collaboration avec SpaceX et la NASA. Rien que ça. On aura plus d'informations sur le film en question prochainement. Super, Héloïse, vous remportez donc 6 points. Voilà, c'est le maximum qu'on peut remporter pour une image. Est-ce qu'on a fini ou est-ce qu'il en reste une ? On a terminé, voilà, tout simplement. Bravo. Est-ce que vous avez compté vos points maintenant ? Moi j'en ai 9, il me semble. Il semble en avoir 10. Il vous semble en avoir 10 ? Il me semble en avoir 10. Vous êtes pas sûr ? J'en ai 10 parce que j'ai eu 6 points pour Hagrid, 4 plus 2, et j'ai eu les 4 points de Niska. C'est vrai, c'est très vrai. J'ai pas compté, juste... mais vous, c'est pas la peine. Voilà. 2. Héloïse ? Je crois que j'en ai 7. 7 ? Eh bien écoutez, on a notre classement tout simplement. Sofiane, grand vainqueur de ce petit jeu. Bravo à vous. Et vous repartez avec... Rien du tout. Il me semble. Voilà, exactement. Caroline, vous êtes deuxième. Héloïse, vous fermez la marche. Et Ashraf, comme d'habitude, bravo à vous. Félicitations. Merci pour votre participation. C'est l'essentiel. Hein. Exactement. C'est la fin déjà de cette émission. On espère que vous aurez apprécié. Et on aura avec grand plaisir à cœur de vous retrouver pour la prochaine émission de Popeye.